Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au PER, au plan épargne retraite que beaucoup d'entre vous ont sûrement regardé jusqu'au 31 décembre 2024. Nous allons nous demander avec un petit peu d'avance, beaucoup d'avance pour l'année 2025, comment choisir son PER et notamment quelle différence existe-t-il entre un PER bancaire et un PER assurantiel. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet. Charlotte Thammer nous accompagne tout d'abord. Bonjour Charlotte Thammer. Bonjour. Vous êtes Head of Business Development chez Shares et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir Christophe Olivier. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur général chez MyPension Expert, un expert du PER entre autres. Alors c'est vrai que le plan épargne retraite, on en parle régulièrement. Il y a des avantages fiscaux, des avantages pour tout simplement capitaliser pour sa retraite. Ce qu'on identifie un peu plus loin dans le processus de choix de son PER, c'est qu'il existe différents types de PER. Et là, on parle du PER individuel, évidemment. Christophe Olivier, peut-être pour commencer, quelle différence existe-t-il, on va aller directement dans le vif du sujet, entre un PER bancaire et un PER assurantiel? C'est le même produit, mais l'un est proposé par une banque et l'autre par une société d'assurance. Est-ce que ça amène des spécificités particulières? Ça amène des spécificités particulières. D'accord, ok. Pour rendre le sujet encore un peu plus complexe. Bien sûr. Alors déjà, il y a quand même le socle commun. Et comme vous l'avez dit, c'est la fiscalité de l'épargne retraite, donc le fait de pouvoir déduire de ses revenus un montant que l'on place et qui est bloqué jusqu'à la retraite. D'accord. Ça, c'est le socle commun du plan d'épargne retraite individuel. Il est identique sur le PER bancaire et sur le PER assurantiel. Après, le PER assurantiel va avoir des spécificités liées à ses caractéristiques qui sont similaires à celles de l'assurance vie, tandis que le PER bancaire va se rapprocher du fonctionnement du compte-titre. D'accord. Donc, la spécificité en particulier du PER assurantiel, c'est qu'on va avoir une clause bénéficiaire. Donc on va pouvoir désigner quelqu'un de différent de la personne, de ses héritiers naturels éventuellement, comme bénéficiaire en cas de décès. Et puis on va avoir une fiscalité successorale qui, jusqu'à l'âge de 70 ans, est alignée sur celle de l'assurance vie des versements réalisés avant 70 ans et qui donc là aussi permet d'avoir une fiscalité hors succession avec des avantages éventuels, l'abattement de 152 500 et une fiscalité potentiellement améliorée. Ce qui n'est pas le cas du PER bancaire, du coup. Alors, le PER bancaire, lui, est un PER réalisé par une banque qui n'a pas ces caractéristiques d'assurance vie, mais qui a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes. Mais je crois que Charlotte en parlera beaucoup mieux que moi. Charlotte Thammer, on va continuer avec vous. Ce qui est quand même important de rappeler dans cette émission, c'est qu'en fait, si je comprends bien, c'est deux produits différents, mais qui offrent des caractéristiques communes. Que fait un PER bancaire que ne peut pas faire un PER assurantiel ou inversement, Charlotte Thammer? Moi, je l'aurais dit à l'inverse de vous. J'aurais dit c'est deux produits similaires, mais avec des caractéristiques différentes. D'accord. En fait, vous allez avoir des impacts, notamment en termes de frais et d'éligibilité des supports d'investissement. En fait, tout le monde parle de la diversification de ses assets, etc. Bien sûr. Mais assez peu de gens parlent de la diversification de la tenue de compte juridique. En fait, quand vous rentrez sur les marchés, par le biais du PER ou par le biais d'autres enveloppes, vous avez aussi l'assurance vie, le compte titre, le PEA. Et en fait, il y a une nécessité aujourd'hui dans son patrimoine de diversifier cette tenue de compte juridique. Malheureusement, l'offre bancaire à destination des conseillers en investissement financier est assez limitée. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assureurs qui proposent des produits, des dispositifs que les conseillers en investissement financier peuvent distribuer. Il y a assez peu de choses qui se passent en fait sur la partie, enfin jusqu'à peu, il y avait assez peu de choses qui se passaient sur la partie bancaire. Moi, je pense justement, alors je suis plutôt pro-bancaire, je préfère afficher la couleur avant de commencer à discuter. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent, tenue de compte juridique, si on veut diversifier sa tenue de compte juridique, peut-être qu'il faut savoir ce que ça veut dire. Oui, en fait, la tenue de compte juridique, c'est-à-dire est-ce que votre enveloppe va être déposée chez un assureur ou est-ce que votre enveloppe va être déposée au sein d'une banque? D'accord, donc il faut se poser cette question-là. Même si c'est des investissements donc régulés, encadrés par la loi, il faut se poser la question de savoir qui derrière gère son contrat. Parce que le mode de détention, alors là, on va s'adresser peut-être à des investisseurs un petit peu plus aguerris, mais en termes de détention des actifs que vous mettez dans votre dispositif, la détention est différente. Quand vous êtes
êtes détenteur d'une enveloppe qui a un sous-jacent assurantiel, donc vous êtes sur un PER assurantiel, vous êtes créancier de l'assureur. C'est-à-dire que vos capitaux ne vous appartiennent plus. Pas de panique, les assureurs sont quand même très encadrés dans leur activité, mais vous êtes créancier chirographaire. Ce qui veut dire que si demain l'assureur fait faillite, vous êtes le créancier en bout de liste qui va récupérer ses capitaux malgré les fonds de garantie, etc. Même principe que l'assurance vie. Oui, après, la faillite d'un assureur aujourd'hui est assez peu, on a déjà vu dans d'autres pays, mais quand même assez peu probable. Ensuite, quand vous êtes détenteur d'une enveloppe bancaire, donc par le biais d'un PER ou autre, ça peut être un PEA ou un compte titre, vous êtes propriétaire des actifs qui composent l'enveloppe. D'accord. Et donc, vous n'êtes pas dans le même ordre d'importance, si vous voulez, dans la hiérarchie des gens en cas de problème qui peuvent récupérer leurs avoirs. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante, qui est assez peu communiquée, tout simplement parce que l'offre bancaire aujourd'hui est assez limitée. Et ce qu'ils ont fait de bien avec le PER... Il n'y a pas beaucoup de PER bancaires, c'est ce que vous dites? Non, il y en a deux aujourd'hui sur la place. Il y a le PER qui est fait par Interinvest et il y a un PER qui est fait par Crédit Agricole Titres. Donc, il y en a deux. Pourquoi? Parce que l'assurance vie est mieux marketée et à disposition, les offres des assureurs sont plus présentes, les connexions entre les conseillers financiers et les assureurs sont plus fortes et que dans l'ADN commun, dans la culture financière commune, les gens, vous leur demandez ce que c'est une assurance vie, vous leur demandez de vous décrire ce qu'est un compte titre, on peut être un peu plus... Oui, bien sûr. Mais attendez, pour bien comprendre, un PER donc bancaire, c'est un compte titre qui permet de préparer sa retraite avec de l'argent bloqué jusqu'à sa retraite et un avantage fiscal globalement, c'est ça? Oui, on va avoir le même avantage fiscal au démarrage, la même phase de capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite et la même phase de distribution si l'investisseur le souhaite, parce qu'on peut ne pas utiliser son PER à la retraite, et la même phase de distribution des capitaux du jour où je déclenche mes droits à la retraite. D'accord. La particularité, c'est que quand je suis sur un PER bancaire, je vais avoir des droits de garde qui vont être... Alors, je n'ai pas l'avantage successoral qu'on évoquait juste avant, mais je vais avoir d'autres avantages. Les avantages que je vais avoir, c'est que je vais avoir des droits de garde, des frais de tenue de compte qui sont relativement moins chers, puisque sont de l'ordre de 0,3%. En moyenne, sur la partie assurantielle, je vais plutôt être à 0,5%. Donc, on parle de 0,2% de moins de performance chaque année sur des durées assez longues, puisqu'on est censé préparer sa retraite. Et la deuxième chose, c'est que je vais avoir des actifs disponibles, éligibles. Je peux même aller sur du titre vif, sur le PER bancaire. Je peux aller sur du titre vif, je vais trouver des ETF. Tout est éligible, en fait. Et je peux choisir moi-même mes investissements ou Vous avez les deux. En fait, ça dépend dans quelle offre vous allez aller. Est-ce qu'on fait de la gestion pilotée ou est-ce que... Vous aurez le cadre de la gestion pilotée qui est obligatoire pour avoir, en fait, le statut de PER. Vous êtes obligé d'avoir cette gestion pilotée dégressive en fonction de l'âge de la retraite. Et après, vous pouvez avoir des gestions libres sans aucun problème. L'autre particularité, c'est que quand vous êtes sur... moi, je pense que le PER est la bonne enveloppe pour se mettre au bancaire, pour diversifier sa tenue de compte juridique que j'évoquais en amont. Pourquoi? Parce que pendant la phase de capitalisation, à la différence d'un compte titre général, on va être en franchise d'impôt. C'est-à-dire que si je fais des mouvements, normalement, quand je suis sur un compte titre et que je réalise des plus-values actives sur mon portefeuille, je suis imposé à la fin. Je suis imposé à la fin, durant la vie du contrat. D'accord? Et là, en fait, de par la phase de capitalisation, je vais travailler en franchise d'impôt. Et donc, si je fais des mouvements dans mon portefeuille qui entraînent des plus-values, elles ne seront pas à fiscaliser. Christophe Olivier, pour que les gens qui nous écoutent aient toutes les cartes en main pour bien choisir. Alors, effectivement, on a compris votre conviction, effectivement, Charlotte Tamer, sur le PER bancaire, le PER assurantiel. Du coup, il faut l'envisager comme une assurance vie, c'est ça? Et comme pour ceux qui sont à l'aise avec le fonctionnement d'une assurance vie. On peut développer exactement le même argumentaire de Charlotte, que Charlotte a développé à juste titre, le fait que le PER bancaire, c'est un compte titre dans lequel la fiscalité est allégée du fait de l'épargne retraite. Et bien, de la même manière, le PER assurantiel, par rapport à l'assurance vie, a l'avantage de la fiscalité de l'épargne retraite. Après, dans les arguments de Charlotte, effectivement, il y a une diversification possible, intéressante au niveau des titres dans les PER bancaires. Les PER assurantiels, il y en a près de 200, en comparaison avec les deux paires bancaires. Et il y en a où l'offre financière est très restreinte, effectivement. Et très chère. Et très cher. Et puis, il y en a aussi qui offrent des ETF. On en connaît qui ont une centaine d'ETF, qui peuvent avoir des titres vifs. C'est possible. D'accord. C'est moins le réflexe dans l'assurance vie que dans le compte titre. C'est moins généralement l'ADN, mais c'est possible également de pouvoir faire ça. Il y a quelques actifs en revanche qu'on ne peut pas faire dans l'assurance vie et qu'on peut faire en bancaire. Ce sont les crypto-monnaies, par exemple, ou l'or, qui ne sont pas éligibles dans les contrats assurantiels.
Vous nous avez donné beaucoup d'éléments, Christophe Olivier. Comment on choisit aujourd'hui? Alors effectivement, il y en a où il y en a 200, il y en a un autre où il y en a 2. C'est des fonctionnements qui sont différents. Peut-être que les assureurs ils sont allés un peu plus rapidement que les banques sur le sujet. Comment on choisit? Est-ce qu'il y en a qui correspondent à des situations, d'autres à d'autres situations? Est-ce que c'est en fonction de son niveau de connaissance du sujet qu'on va vers l'un ou vers l'autre? Ou quelles questions on se pose? Je crois que de manière assez naturelle, si on a l'habitude de l'assurance vie, et il se trouve que la majorité des Français ont l'habitude de l'assurance vie, ils vont se tourner plus naturellement vers le PER assurantiel. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui sont peut-être plus actives, connaissant mieux le marché, qui ont déjà des comptes titres et qui là vont être très intéressés par la possibilité d'avoir le même fonctionnement que leur fonctionnement actif sur le compte titre à travers un PER bancaire. Il se trouve que la majorité des distributeurs, et même les grands groupes bancaires, à l'origine, ont privilégié le PER assurantiel, ce qui fait du PER bancaire un outsider, c'est toujours difficile quand on est un outsider de rentrer sur le marché. Charlotte Tamer, même question. Quand on est investisseur, qu'on veut gérer son patrimoine, qu'on hésite entre un PER, qu'on a déjà un PER assurantiel peut-être, quelle question se poser vis-à-vis du choix ou d'un deuxième, si on peut en avoir un deuxième, ou tout simplement de celui qu'on doit choisir quand on veut ouvrir un PER? Vous êtes illimité dans le nombre de PER. Par contre, le plafond déductible, lui, il n'est pas renouvelable. Ouais. Il est une fois pour tous les PER. Quels que soient les PER. Ça, c'est la précision à apporter. Je pense malheureusement que la majorité des investisseurs n'ont pas conscience d'être sur un PER bancaire ou assurantiel. Bien sûr. Peut-être le but d'en parler aujourd'hui est de comprendre cette diversification de la tenue de compte juridique. Je dirais que si par ailleurs, dans votre patrimoine, vous êtes déjà exposé à l'assurance vie, venez faire un tour du côté de l'offre bancaire pour voir comment ça se passe. On parlait des titres qui étaient éligibles, non éligibles. Le fonds euro n'est pas éligible au PER bancaire. D'accord. Pour autant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un fonds euro quand on capitalise sur les 15, 20, 30 prochaines années? J'en suis pas convaincue. Moi, ce que j'aime dans la partie bancaire, c'est que c'est moins cher, que les sous-jacents sont plus diversifiés et donc on va trouver des choses aussi parfois un peu moins cher en termes de sous-jacents, même si l'assurance vie est de moins en moins en reste, notamment sur la partie ETF. Mais un PER à 15-20 ans d'investissement, investi avec une faible frais de tenue de compte sur de l'ETF, qui est un sous-jacent qui est peu cher, va vous offrir le maximum de rentabilité pour la capitalisation retraite espérée. Donc en fait, moi je dirais que le PER est peut-être la bonne enveloppe pour s'initier à la tenue de compte bancaire, pour apporter une diversification de second niveau à votre patrimoine. Et comme il n'y a que 2 offres, on n'est pas très difficile à trouver sur la place. Et puis il ne faut pas oublier que les transferts sont libres, donc oui. de toute façon, on peut transférer de l'assurantiel vers du bancaire, du bancaire vers l'assurantiel. Donc ça reste un produit qu'on peut transférer. Autant le transfert d'assurance vie entre elles paraît très complexe, mais en tout cas, vous pouvez transférer un PER bancaire vers un assurantiel et vice-versa sans aucune difficulté. Donc c'est bon à savoir aussi. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Charlotte Tamer, Head of Business Development chez Shares. Merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension Expert. Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.